Une région s'est renversée en silence, compressant en 3 mois des chiffres qui défient tout pronostic. Dans un territoire où régnait encore la privation et l'immobilité, l'irruption d'une hausse fulgurante du bétail heurte toute logique antérieure et oblige à relire les dynamiques rurales sous contrainte. Quel sens cette accélération prend-elle pour vous, alors que Ibrahim Traoré emporte l'architecture et redistribue les marges de capacité locale? Un horizon plus vaste se décèle déjà, fragile mais indéniable. Ce récit ne se limite pas à une réussite isolée dans la région de Mané. Ce récit montre comment sécuriser durablement le revenu d'un foyer. En dévoilant la mécanique précise des kits d'élevage, de l'aliment fourni et de l'appui technique continu, il propose un guide concret pour sortir d'une économie de survie. On n'y suit pas à pas la façon dont un territoire meurtri, privé de troupeaux et d'actifs productifs, parvient à recréer une base productive en quelques mois seulement. Le programme, construit pour transformer chaque ménage en producteur puis en vendeur, révèle un chemin réaliste vers l'autonomie, loin des aides ponctuelles qui s'épuisent. Pour quiconque s'intéresse au Burkina Faso, l'enjeu est évident. Si une zone longtemps marginalisée peut retrouver ainsi sa capacité d'action, alors d'autres régions pourraient demain s'inspirer de cette architecture. Ce qui se joue ici discrètement, c'est la possibilité pour des milliers de familles rurales de réécrire leur trajectoire économique entière. Une interrogation demeure pourtant comme un fil tendu. Que se passe-t-il lorsque ce mécanisme change d'échelle ? En suivant de près les premiers mois du programme, une réalité jusqu'ici sous-estimée apparaît. La région de Mané a basculé en moins de 3 mois. Dans ce laps de temps limité, près de 83 000 personnes ont reçu un kit complet d'élevage et ont vu leurs troupeaux repartir à la hausse. Cette progression rapide ne repose pas sur un hasard bienveillant, mais sur une architecture pensée pour reconstruire des actifs productifs disparus après des années de fragilité. Avant l'intervention, la plupart des ménages vivaient sans noyau reproductif, incapables de régénérer leurs revenus ou d'amortir le moindre choc sur les prix et les récoltes. La disparition des troupeaux rendait toute projection impossible, enfermant les familles dans une économie de survie quotidienne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la stratégie déployée change l'équation. Les kits ne se limitent pas à quelques animaux distribués pour apaiser l'urgence. Ils combinent races sélectionnées, aliments suffisants et équipements essentiels afin que la production puisse repartir immédiatement. Les ménages redémarrent avec un coq, 3 poules ou quelques caprins, mais surtout avec la certitude de pouvoir multiplier ses premiers actifs. Cette mécanique simple, reproduite à grande échelle, crée un effet de masse qui transforme l'ensemble de la zone. En parallèle, l'accompagnement technique assure que chaque geste compte. Nourrissage régulier, espace de croissance, prévention des maladies, organisation des ventes locales. À mesure que les cycles de reproduction s'enchaînent, la région sort progressivement de la logique d'assistance ponctuelle. Les marchés hebdomadaires se densifient, les réserves alimentaires réapparaissent, les familles entrevoient la possibilité d'investir à nouveau. Cette transition se lit déjà dans les comportements. Certains foyers remboursent de petites dettes, d'autres consolident leurs abris, quelques-uns planifient de l'achat d'outils. Peu à peu, la peur du lendemain recule, remplacée par une capacité nouvelle à organiser le temps et le revenu. La question esquissée au départ trouve ici une première réponse. Quand un territoire marginalisé dispose d'un outil productif maîtrisé par ses habitants, il n'est plus condamné à subir son avenir. Dans la région de Mané, le programme révèle sa portée concrète à travers des trajectoires individuelles qui se reconstituent peu à peu. Premier repère. Un éleveur ayant perdu l'ensemble de son troupeau redémarre avec un coq, 3 poules, de l'aliment et quelques outils essentiels. En quelques semaines, les premières pontes s'accumulent. Une partie est réinvestie dans un abri plus solide, une autre alimente les marchés locaux, et le foyer retrouve un revenu qu'il avait perdu. Autour de lui, les formations techniques affinent les pratiques, hygiène, prévention des maladies, gestion de la reproduction et organisation des ventes. Un second cas illustre la même dynamique. Une veuve déplacée interne, sans aucun capital, reçoit un kit adapté et démarre immédiatement. La reproduction rapide sécurise la consommation familiale, puis génère de premiers excédents vendus sur les marchés voisins. Les enfants retournent à l'école, quelques économies apparaissent, et la perspective du lendemain
cesse d'être une inquiétude constante. Ces parcours singuliers tracent un motif commun. Restaurer un socle productif permet aux ménages de reconstruire eux-mêmes leur trajectoire. Ainsi se dessine le rôle discret de ces guides anonymes. Leur progrès cumulatif annonce la transformation silencieuse d'un territoire entier. À travers eux se recompose une économie domestique patiente, méthodique et transmissible. Chaque progrès modeste consolide un socle commun, préparant des choix collectifs plus ambitieux. En résumé, la stabilité de l'élevage conditionne la stabilité sociale. Au départ, le programme s'active dans l'urgence silencieuse d'une région fragilisée. Les équipes locales avancent rapidement, ciblant les ménages qui avaient perdu leurs troupeaux et toute capacité de reproduction. Les kits d'élevage arrivent par vagues successives. Coqs, poules, caprins, bovins, porcs ou poissons, accompagnés de l'aliment nécessaire pour couvrir les premières semaines. L'objectif est clair, produire dès le premier jour. La logistique suit un rythme soutenu, évitant toute période d'attente qui aurait ralenti les fêtes initiales. Les familles prennent en main les animaux immédiatement, appliquant les premiers gestes appris lors des formations rapides. L'activation s'accélère, les pontes se multiplient, les premières ventes émergent, la tension alimentaire recule. Dans certains villages, les marchés reprennent vie après des années de stagnation. Les familles testent de nouvelles façons d'organiser leurs espaces de croissance, chacune cherchant à maximiser la reproduction. Le changement se diffuse par imitation. Lorsqu'un foyer augmente son stock de volailles, les voisins adoptent les mêmes méthodes. L'effet de démonstration devient l'un des moteurs de cette montée en puissance. La région commence à sentir que quelque chose bascule. Puis survient le point culminant. Moins de 3 mois après le lancement, les indicateurs bondissent de façon inattendue. Le nombre de volailles augmente plusieurs fois dans la majorité des foyers, attestant une dynamique reproductible. Les chèvres et les vaches laitières assurent un revenu supplémentaire via la vente du lait, stabilisant progressivement le budget domestique. Des excédents apparaissent dans plusieurs villages, révélant une capacité nouvelle à dépasser la simple survie. Certains foyers reconstruisent leur logement. D'autres investissent dans des abris améliorés pour sécuriser la croissance animale. Les marchés s'élargissent, de petits centres de collecte se structurent. Une région longtemps perçue comme figée découvre une marge d'action insoupçonnée. À ce moment critique, la cohérence de la stratégie pensée par Ibrahim Traoré devient visible. L'enjeu n'était pas seulement de redonner quelques animaux aux ménages, mais de rétablir un cycle productif capable de se maintenir sans assistance continue. Le programme repose sur une idée simple. Un actif reproductif, une fois relancé, crée sa propre dynamique. La reproduction génère du revenu. Le revenu génère de l'investissement. L'investissement améliore la capacité productive. Ce cercle, une fois enclenché, peut se renforcer d'année en année. La rémanence s'installe progressivement. Les familles qui ont récupéré un stock initial le transforment en micro-entreprises domestiques. Certaines produisent suffisamment pour approvisionner les marchés voisins. D'autres diversifient leurs activités, fabrication d'abris, revente d'aliments, transformation de produits laitiers. Les villages imitent, adaptent, étendent. La dynamique cesse d'être locale, elle devient territoriale. Les échanges entre communautés se renforcent. Des initiatives de coopération émergent pour mieux gérer les flux de production. La confiance circule. Cette rémanence n'est pas un simple prolongement mécanique. Elle marque un changement de posture. Les ménages, autrefois dépendants, deviennent les premiers décideurs de leur trajectoire. Les enfants retournent à l'école. Les dettes diminuent. Les réserves réapparaissent. La région se reconstruit sans attendre des soutiens extérieurs. Un territoire longtemps laissé en marge démontre qu'il peut reprendre le contrôle de son avenir. Et derrière cette séquence, un constat domine. Lorsque la capacité d'agir est rendue aux familles, la transformation ne s'essouffle pas, elle s'étend. Avant le lancement du programme, la région de Mané se trouvait dans une situation d'appauvrissement profond. Les troupeaux avaient pratiquement disparu, laissant les ménages sans noyau reproductif et sans capacité d'amortir le moindre choc économique. Les marchés vivaient au ralenti, la sécurité alimentaire reposait presque entièrement sur l'aide extérieure et la quasi-totalité des familles fonctionnait dans une logique de survie quotidienne. Cette baseline révèle une vulnérabilité structurelle. Sans actifs productifs, aucun foyer ne pouvait planifier un revenu régulier ni transmettre un capital reproductible.
Le premier delta concerne la portée humaine du programme. 83 000 personnes ont reçu un kit complet d'élevage. Cette ampleur crée une masse critique indispensable pour déclencher une dynamique collective. La distribution simultanée, pensée pour atteindre les groupes les plus fragilisés, a permis de reconstruire immédiatement une base productive dans une large partie du territoire. Les ménages ne redémarrent pas de manière isolée. Ils s'inscrivent dans une trajectoire partagée, renforçant par imitation et par échange technique les premiers progrès observés. Le deuxième delta se lie dans l'engagement financier de l'État. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Cette somme installe un levier suffisamment puissant pour stabiliser la montée en charge. Cet investissement rare pour une zone longtemps négligée a couvert les kits, l'aliment, l'assistance technique et la logistique, évitant les ruptures qui affaiblissent habituellement les programmes d'urgence. La cohérence financière donne aux ménages le temps nécessaire pour franchir les premiers cycles de reproduction les plus critiques pour consolider un actif reproductif. Le troisième delta apparaît dans l'évolution des troupeaux. Les volailles et animaux reproducteurs ont été multipliés plusieurs fois en moins de 3 mois. Cette accélération montre une viabilité technique que les prévisions n'anticipaient pas. Elle résulte de la combinaison entre races sélectionnées, alimentation suffisante et encadrement régulier des équipes locales. Cette progression ne représente pas seulement un gain matériel, elle constitue un changement de posture, car un troupeau reproducteur permet enfin d'établir des cycles prévisibles que les foyers peuvent planifier. Ces 3 pabs, ces 3 repères, bénéficiaires, financement, reproduction, forment une trajectoire lisible qui distingue ce programme des interventions classiques centrées sur l'aide ponctuelle. Ici, la dynamique provient d'un actif autogénérateur, non d'un transfert consommé immédiatement. Les familles apprennent à stabiliser la croissance, à prévenir les maladies, à organiser la reproduction pour éviter les pertes, puis à synchroniser les ventes avec les besoins des marchés locaux. Cette montée en compétences change l'économie domestique. Les ménages établissent progressivement des marges régulières, même modestes, qui financent l'achat d'abris, de petits outils ou d'aliments supplémentaires. Les marchés reprennent de la densité, soutenus par une offre plus régulière. Les villages s'ajustent, certains développent des points de collecte, d'autres créent de petites unités de transformation pour valoriser le lait ou les œufs. Un écosystème se forme, capable de maintenir la dynamique au-delà du premier cycle de relance. Ainsi, la progression baseline, Delta rend lisible une réalité essentielle. Lorsque les actifs reproductifs sont restaurés à large échelle, une économie locale retrouve sa capacité d'expansion autonome. La région de Mané, autrefois dépendante, se dote d'un socle durable qui modifie la trajectoire collective. La première thèse critique estime que la dynamique observée à Mané pourrait n'être qu'un épisode fugace. Selon cette position, la croissance rapide des troupeaux ne garantit pas une stabilité à long terme, surtout dans une région où les infrastructures demeurent limitées. Les sceptiques rappellent que certains programmes du Sahel ont déjà montré un élan prometteur avant de s'essouffler, faute de suivi technique ou de marché capable d'absorber les excédents. Ils craignent que, sans un accompagnement continu, les ménages ne puissent maintenir les cycles de reproduction ni protéger leurs animaux contre les aléas. Cette interprétation voit le programme comme potentiellement fragile et dépendant d'un soutien extérieur durable. La seconde thèse avance l'argument inverse. Pour ses défenseurs, l'ampleur de la progression obtenue en moins de 3 mois témoigne d'un modèle structurel, non d'une embellie passagère. Ils soulignent que la combinaison entre races sélectionnées, aliments fournis et encadrement technique a permis d'instaurer des cycles reproductifs stables dès les premières semaines. Le fait que les volailles se soient multipliées plusieurs fois dans la majorité des foyers indique un mécanisme viable reposant sur la nature même des actifs reproductifs. Une fois enclenchée, disent-ils, cette dynamique peut se maintenir grâce à la capacité des ménages à réinvestir leurs premiers revenus dans l'amélioration de leurs abris, dans l'achat d'aliments ou dans la stabilisation des espaces de croissance. La réponse se trouve dans l'examen précis des données venues du terrain. D'abord, la multiplication rapide des animaux ne reflète pas un pic artificiel, mais le résultat d'une méthode intégrée appliquée à grande échelle. Ensuite, les premiers revenus issus du lait, des œufs ou des petites ventes ne disparaissent pas immédiatement.
ils sont réinjectés dans la consolidation du socle productif, ce qui renforce la durabilité du processus. Enfin, le fait que le modèle se diffuse dans plusieurs localités confirme qu'il ne dépend pas d'un facteur unique, mais d'une architecture reproductible par d'autres ménages. Ainsi, la prudence des sceptiques demeure légitime, mais les éléments disponibles montrent qu'une économie autonome est bel et bien en train de s'installer. Un pivot silencieux s'affirme. Dans plusieurs villages de Mané, un changement plus profond que la seule croissance des troupeaux commence à apparaître. Les familles cessent de se percevoir comme bénéficiaires pour devenir les architectes de leur propre économie. Cette bascule, longtemps inattendue, marque le véritable midpoint du programme. Les ménages réorganisent leurs tâches, répartissent la gestion des ventes, planifient les cycles de reproduction et structurent leurs petites réserves, rompant avec les années de dépendance à l'aide extérieure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette autonomie émergente ne se limite pas à une adaptation technique, elle transforme la manière dont les habitants envisagent leur avenir. Les marchés locaux, autrefois fragiles, se densifient à mesure que les excédents circulent et que les savoir-faire s'échangent d'un foyer à l'autre. De petites structures informelles apparaissent, abris améliorés, espaces de tri, organisation collective des déplacements vers les points de vente. La révélation centrale tient dans cette recomposition. Lorsque la capacité d'agir revient aux ménages eux-mêmes, le programme cesse d'être un dispositif gouvernemental pour devenir une dynamique communautaire durable. La question qui s'ouvre alors est simple. Jusqu'où cette autonomie peut-elle s'étendre ? Les premiers effets tangibles du programme apparaissent d'abord au niveau des ménages. Les familles qui vivaient dans une instabilité alimentaire chronique voient s'installer un revenu régulier issu des œufs, du lait ou des premières ventes de volailles et de caprins. Cette stabilité nouvelle modifie la structure du quotidien. Certaines dettes sont remboursées, des réparations domestiques sont engagées, de modestes réserves financières émergent. Les enfants retournent à l'école et la peur de manquer d'aliments recule nettement. Pour des foyers longtemps immobilisés par l'absence de troupeaux, la reconstitution d'un noyau reproductif représente un basculement profond vers la maîtrise du temps et du revenu. Du côté de l'économie locale, l'impulsion est tout aussi visible. L'augmentation rapide des effectifs animaux crée un flux continu de produits disponibles pour les marchés hebdomadaires. Ces marchés se densifient, offrant davantage de points de vente et de débouchés. Autour de cette demande croissante se forment de petites activités dérivées, fabrication d'abris améliorés, revente d'aliments, initiatives de transformation artisanale. Les échanges deviennent plus fréquents et plus fluides, renforçant l'interconnexion entre villages. L'apparition d'excédents, même modérés, change la logique économique. Les ménages ne vendent plus seulement pour combler un manque immédiat, mais pour consolider une trajectoire de croissance. La cohésion sociale, elle aussi, connaît une transformation notable. Dans les zones touchées, les tensions liées à la rareté reculent. Le partage d'expériences entre éleveurs se généralise, les réseaux de solidarité se réactivent et la visibilité de réussite locale renforce la confiance collective. Des villages autrefois fragmentés retrouvent un rythme commun, appuyé sur des pratiques reproductibles et transmissibles. Cette amélioration de la coopération n'a rien d'anecdotique. Elle constitue un pilier essentiel de la résilience communautaire, particulièrement dans un territoire longtemps exposé aux ruptures économiques et sociales. L'exemple des premiers foyers stabilisés agit comme un signal d'encouragement qui se diffuse progressivement. À l'échelle territoriale, l'impact dépasse largement le périmètre des ménages. Le retour de l'élevage ranime l'usage des terres, ravive les flux commerciaux et incite les autorités locales à repérer les zones à fort potentiel. De petites infrastructures apparaissent, abris collectifs, points de tri, espaces de stockage rudimentaires. Certaines communautés envisagent même des coopérations intervillages pour faciliter l'écoulement en quantité plus importante. Ce mouvement révèle une capacité nouvelle à organiser le territoire selon des logiques économiques plutôt que strictement alimentaires. À travers ces 4 niveaux, foyer,
économie locale, tissu social, territoire, se dessine la portée structurelle de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. Chaque progrès individuel devient un élément d'un ensemble plus vaste, où la production maîtrisée remplace la dépendance et où l'autonomie collective commence à prendre forme. Le programme ne se contente pas de relancer des troupeaux, il recompose un environnement entier autour d'actifs productifs retrouvés. L'effet le plus marquant réside peut-être dans cette convergence. Une région fragilisée découvre qu'elle peut générer ses propres leviers de stabilité, et surtout que cette dynamique peut se transmettre. Les mois à venir ouvriront plusieurs trajectoires possibles pour la région de Mané, chacune dépendant de la capacité des ménages et des villages à consolider les cycles reproductifs lancés au cours des premiers mois. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres conditionnels permettant d'évaluer les évolutions possibles sans extrapoler au-delà des données observées. Scénario de base, stabilisation progressive. Si les familles maintiennent les pratiques acquises lors des formations, nourrissage régulier, prévention sanitaire, organisation des ventes et suivi des pontes, alors le rythme de croissance observé jusqu'ici pourrait se stabiliser. Dans ce cas, les excédents demeurent modestes mais réguliers, suffisamment solides pour soutenir les marchés locaux. Les villages poursuivent l'implantation d'abris améliorés, de points de tri et de petites unités informelles de transformation. Les revenus familiaux augmentent graduellement, permettant la poursuite d'investissements élémentaires, réparation des logements, achat d'aliments supplémentaires, consolidation des réserves domestiques. La dynamique reste contenue, mais durable. Scénario optimiste, extension régionale structurée. Si les ménages réinvestissent largement leurs premiers revenus dans l'amélioration des capacités productives, enclos, outils, organisation collective des flux, alors les excédents pourraient dépasser les seuls marchés de proximité. Dans cette configuration, des coopérations intervillages se mettent en place pour écouler des volumes plus importants, créant un maillage territorial plus dense. Les activités dérivées gagnent en importance. Transformation artisanale, fabrication d'abris, distribution d'aliments. Les savoir-faire circulent plus vite, attirant d'autres zones rurales intéressées par la reproductibilité du modèle. Si cette dynamique se consolide, alors la région s'oriente vers une croissance cumulative où chaque cycle de reproduction renforce le suivant. Scénario contraint, ralentissement structurel, si des obstacles se multiplient, saturation partielle des marchés, difficulté d'approvisionnement en aliments, insuffisance de formation sanitaire, alors les ménages pourraient réduire la reproduction ou vendre trop tôt leurs animaux. Dans ce cas, la dynamique observée au cours des premiers mois ne s'éteint pas, mais se fragilise. Les foyers conservent un noyau reproductif, toutefois insuffisant pour étendre l'activité. Les infrastructures locales progressent plus lentement et les initiatives collectives peinent à se structurer. La transformation reste réelle mais incomplète, en attente d'un soutien technique mieux coordonné. À travers ces trois trajectoires, une question centrale émerge. Si la base productive est désormais en place, alors comment chaque territoire choisira-t-il d'en organiser la continuité ? Pour celles et ceux qui suivent l'évolution de la région de Mané, les transformations en cours résonnent différemment selon les trajectoires de vie. Les populations rurales les plus fragiles y voient d'abord la preuve qu'un territoire marqué par la disparition des troupeaux peut retrouver une capacité d'action. Les récits de familles redevenues autonomes montrent que la reconstitution d'un noyau reproductif change la relation au risque et permet d'envisager un revenu plus stable. Pour ce groupe, documenter les progrès locaux constitue un moyen concret de renforcer la confiance collective et de structurer la continuité des pratiques. Pour les habitants des centres urbains confrontés aux fluctuations de prix alimentaires, l'enjeu se situe ailleurs. L'augmentation de la production dans une région longtemps marginalisée laisse entrevoir un potentiel de stabilisation des marchés nationaux. Si les volumes issus de Mané s'étendent, les villes pourraient bénéficier d'une offre plus régulière, réduisant la dépendance aux importations. Suivre l'évolution des débouchés ou identifier les initiatives de transformation émergentes peut aider ce public à comprendre comment les dynamiques rurales influencent progressivement les équilibres urbains. Pour les jeunes en quête d'opportunités professionnelles, la nouvelle configuration ouvre un champ d'expérimentation. Autour de l'élevage restauré apparaissent des activités liées à la transformation, à la logistique, à la formation technique
ou à la distribution locale. Les trajectoires d'éleveurs devenus micro-entrepreneurs illustrent qu'un capital modeste peut générer une activité durable lorsque les cycles de reproduction sont maîtrisés. Explorer ces espaces, observer les pratiques reproductibles ou participer aux initiatives locales peut offrir des perspectives adaptées à ce groupe. Au croisement de ces trois regards, une même intuition se forme. La reconstruction agricole ne transforme pas seulement des revenus, mais la manière dont chaque personne se situe dans l'économie de son territoire. La phase suivante du programme requiert une organisation méthodique afin de transformer les acquis en un système durable. La vision portée par Ibrahim Traoré fournit un cadre, mais son efficacité dépendra de la précision des tâches assumées par chaque acteur local. Première étape, consolider le noyau reproductif au niveau familial. Les ménages appliquent des protocoles simples: rotation des volumes, suivi des pontes, hygiène régulière et prévention sanitaire. La mesure du progrès repose sur deux indicateurs: stabilité du cheptel et régularité des ventes hebdomadaires. Tant que ces paramètres se maintiennent, la base productive reste solide. Deuxième étape, structurer des unités collectives au niveau villageois. Groupes d'éleveurs, points de mutualisation de l'aliment ou de petits services d'abattage artisanal permettent de réduire les coûts individuels. Les villages évaluent leur avancement par la diminution des dépenses et l'augmentation de la marge réalisée sur les ventes locales. Troisième étape, renforcer les infrastructures légères. Abris améliorés, espaces de tri, petits points de stockage. Ces éléments soutiennent la montée en charge de la production. Leur efficacité se mesure par la capacité à absorber des volumes croissants sans générer de pertes. Quatrième étape, généraliser la formation continue. Des modules courts, mobiles et adaptés accompagnent les pratiques essentielles: gestion sanitaire, organisation des ventes, optimisation de la reproduction. La réduction des pertes animales constitue ici l'indicateur principal. Cinquième étape, étendre les réseaux de vente. Une fois les excédents stabilisés, les villages coordonnent l'écoulement vers les zones voisines. Les volumes écoulés et la diversification des acheteurs servent de repères pour suivre l'expansion territoriale. Ainsi s'articule la trajectoire vers une autonomie durable, une progression séquencée, mesurable et portée par les communautés elles-mêmes. Le récit revient naturellement vers l'éleveur de Mané, dont le parcours discret éclaire la transformation d'un territoire entier. Quelques mois plus tôt, il reconstruisait un abri précaire, tentant de préserver les rares animaux qui lui restaient. Aujourd'hui, son foyer vit d'une production régulière, les ventes hebdomadaires soutiennent le budget familial et ses enfants ont retrouvé le chemin de l'école. La trajectoire semble modeste, mais elle condense l'essence du programme: restaurer la capacité d'agir là où elle avait disparu. Dans cette évolution, la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré prend une signification particulière. En réintroduisant un socle productif reproductible, elle permet à des foyers fragilisés de réorganiser leurs priorités, de reconstruire leurs réserves et d'imaginer à nouveau une progression possible. Ce n'est plus seulement un territoire qui se relève, mais une multitude de décisions quotidiennes qui recomposent un avenir plus stable. Le retour d'autonomie de cet éleveur n'est pas un cas isolé. Il devient un repère narratif pour comprendre comment une dynamique locale peut se diffuser, s'élargir et inspirer d'autres familles. Le pouvoir d'agir change tout. La dynamique observée à Mané dépasse désormais la seule réussite agricole. Elle exprime une manière nouvelle d'imaginer la reconstruction d'un territoire, par la circulation des savoirs, la maîtrise retrouvée des ressources locales et la confiance qui se tisse entre communautés. À mesure que les villages consolident leurs acquis, une question collective se forme. Comment transformer cette première avancée en un mouvement capable de durer et d'inspirer d'autres régions du pays? L'élan social qui se développe montre que les réponses ne viendront pas uniquement des institutions, mais aussi des habitants eux-mêmes, des habitants eux-mêmes. Partager les expériences, observer les progrès, créer des espaces d'échange entre éleveurs, jeunes et acteurs économiques. Autant de gestes simples qui contribuent à ancrer la transformation. Pour celles et ceux qui suivent cette évolution, une invitation demeure ouverte. Comparer les trajectoires, interroger les choix possibles, participer au débat pour comprendre ce qui peut accompagner durablement cette dynamique. Selon vous, quel chemin permettra à cette impulsion de manifester pleinement son potentiel ?